Bienvenue dans le Journal de l'Afrique sur France 24. À la une ce soir, la reprise du procès pour corruption de deux anciens premiers ministres, d'ex-dirigeants politiques et de grands patrons du secteur automobile en Algérie. Une audience en l'absence des avocats de la défense qui ont décidé de boycotter le procès. Les avocats dénoncent une justice politisée et un climat de règlement de compte. Cet autre procès au Sénégal, un tribunal a condamné à 2 ans de prison avec sursis le maître d'une école coranique. Il est accusé d'avoir enchaîné des élèves fugueurs, un verdict qui divise, même si la majorité des Sénégalais en sont satisfaits. Et puis on parlera du partenariat entre le PSG et le Rwanda. Le club parisien s'est engagé pour les 3 prochaines années avec Kigali, un partenariat avec des ambitions bien distinctes. Nous en reparlerons avec Benoît Perrochet dans un instant. Un procès sans avocat en Algérie. Ajourné lundi, le procès pour corruption de 2 anciens premiers ministres, d'ex-hauts dirigeants politiques et de grands patrons du secteur de l'automobile a repris ce mercredi. Les avocats de la défense ont boycotté l'audience, dénonçant une justice politisée et un climat de règlement de compte. Cette campagne anticorruption, lancée après le départ du président Bouteflika, est soupçonnée de servir les luttes entre clans au sein du pouvoir à une semaine de l'élection présidentielle. Hanan Saïdani. Le dispositif de sécurité déployé n'a pas empêché la cohue devant la salle d'audience. Pour le premier jour des auditions, 2 anciens premiers ministres ont été interrogés sur des faits de corruption. Ahmed Ouyahia, dernier chef du gouvernement de l'ère Bouteflika, et Abdelmalik Sellal, premier ministre de 2012 à 2014. Il leur est reproché d'avoir monnayé des marchés publics en favorisant des hommes d'affaires proches du pouvoir. 3 ex-ministres de l'industrie et une dizaine d'anciens patrons comparaissaient également à leur côté. Les auditions ont été effectuées en l'absence des avocats de la défense. Aujourd'hui, les avocats ont décidé de boycotter l'audience et le président du tribunal a décidé de poursuivre le procès de tous les accusés. Lundi déjà, une bousculade les avait empêchés d'accéder au tribunal. Les avocats accusent le gouvernement de politiser le procès juste avant l'élection présidentielle du 12 décembre et dénoncent un climat de règlement de compte. À l'extérieur, des manifestants sont venus crier leur colère. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui contre ces voleurs qui se moquent de nous. Les avocats de la défense, vous avez vendu votre pays aujourd'hui. Vous vous êtes déshonorés. Si vous êtes des hommes, vous ne vendriez pas votre pays. C'est la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962 que sont jugés d'anciens chefs de gouvernement. À la barre, les 2 ex-hommes forts du pays ont demandé à passer devant un tribunal d'exception, une demande à laquelle s'est opposé le procureur. Et puis selon des médias algériens, Rachid Nekaz, président du mouvement pour la jeunesse et le changement, a été placé en détention provisoire par le juge du tribunal de Dar el-Beïda à Alger. Il a été arrêté à l'aéroport alors qu'il revenait d'Espagne. Il avait posté une vidéo où il appelait les manifestants à la violence. Cette arrestation intervient alors que le chef de l'état-major, le général Ahmed Gaïd Saleh, a prononcé un discours ce mercredi mettant en garde ceux qui s'opposeraient à la tenue du scrutin le 12 décembre. Ce verdict qui divise au Sénégal, un tribunal a condamné à 2 ans de prison avec sursis le maître d'une école coranique où des élèves fugueurs étaient enchaînés. Pour certains, la sentence est méritée, d'autres sont plus mitigés. Maud Julien. Pour les partisans du maître coranique Cheikhouna Gaye, le verdict du tribunal de Louga est une victoire. Le chef religieux et les 5 autres prévenus ont été condamnés pour avoir enchaîné des enfants, mais ils n'iront pas en prison. Ils ont tous été libérés. C'est une satisfaction totale que nous avons. Nous appelons maintenant à toutes les personnes à rendre grâce à Allah, mais également à tous les maîtres coraniques de revoir les pratiques aussi. Une grande partie des Sénégalais estiment que la mendicité des enfants fait partie de l'éducation religieuse. Mais quand des élèves d'école coranique de la commune de Diagne, dans le nord-est du pays, ont été vus avec des chaînes aux pieds, de nombreuses voix se sont élevées pour demander un procès. Le maître de l'école, à l'origine de la punition, a été arrêté, ainsi que des parents et le forgeron qui a fabriqué les chaînes. Le procès a provoqué la colère des fidèles du marabout. Plusieurs d'entre eux ont saccagé le tribunal de Louga. Des barricades ont dû être érigées par la police avant l'annonce du verdict. Pour Amnesty International, étant donné les pressions exercées par les autorités religieuses, la peine prononcée est un pas en avant. Il y avait beaucoup de pression
qui ont été exercées sur les magistrats. On s'attendait à ce qu'il y ait purement et simplement une relaxe. Là, il y a eu quand même une condamnation avec sursis, ce qui signifie que si le marabout, pendant les 2 prochaines années, commet la même infraction, il retourne en prison. C'est un avertissement clair à l'endroit de tous les marabouts ici au Sénégal que ce type de maltraitance n'est plus accepté. Au Sénégal, plus de 100 000 enfants sont forcés de mendier chaque jour, selon Human Rights Watch. Une opération menée par les autorités en 2016 pour retirer les enfants des rues de la capitale a été considérée comme un échec par les ONG. Direction la Guinée, où l'heure semble être à l'apaisement. Autorisation des manifestations, remaniement ministériel, remise en liberté des principaux leaders du Front national de défense de la Constitution. Les signaux se multiplient. Faut-il y voir le signe d'une main tendue alors que le président Alpha Condé maintient toujours le flou sur ses intentions concernant un éventuel 3e mandat? La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Pour le gouvernement, pas question de parler officiellement d'une main tendue au FNDC. On se refuse à tout commentaire sur cette libération au motif qu'une procédure judiciaire est en cours. Mais selon un observateur, le pouvoir serait en train de changer de stratégie, d'opter pour la détente avec l'objectif la préparation des législatives de février. Des élections très importantes aussi pour l'opposition car elle estime que le pouvoir pourrait tout mettre en œuvre pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale afin de faire passer son projet de nouvelle constitution. Se dirige-t-on vers une sortie de crise? Pas sûr, selon François Pactuel d'Amnesty International, pour qui la situation reste encore très tendue car les questions de justice n'ont pas été réglées. Il rappelle que des membres du FNDC restent incarcérés et que personne n'a encore été tenu responsable des décès au cours des différentes manifestations. Depuis mi-octobre, la société civile et l'opposition s'opposent à un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé et ce dernier maintient le flou sur ses intentions. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, l'ancien Premier ministre tchadien Kalzobé Pahimi Déoubet, actuel secrétaire général de la présidence, a été écroué hier selon une source judiciaire. On lui reproche une tentative de détournement de fonds publics. Son avocat dénonce une procédure politique. Washington devrait bientôt avoir un ambassadeur au Soudan, une première depuis 23 ans, une annonce faite par le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, après l'entretien du Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok au département d'État par l'un de ses adjoints. Les présidents des 5 pays du Sahel invités à Pau par le chef de l'État le 16 décembre prochain, Emmanuel Macron devrait leur réclamer un appui plus clair face à la montée d'un sentiment anti-français au Sahel. La présence de troupes étrangères dans la région, dont Barkhane, pour combattre les djihadistes, fait face à un rejet grandissant des populations, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Kylian Mbappé, Neymar ou Angel Di Maria pourraient poser en maillot du Paris Saint-Germain sur le dos avec les gorilles du Rwanda. Vous allez peut-être tomber sur ce genre d'image. Les joueurs du PSG ne vont pas faire un entraînement safari. Il s'agit en réalité d'un nouveau partenariat entre le club parisien et le Rwanda avec des ambitions bien distinctes pour les deux entités. Benoît Perrochet est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Benoît. Alors Benoît, on n'est pas sur un terrain footballistique, on est sur un autre terrain. Un terrain plutôt business, un partenariat de 3 ans avec ce pays d'Afrique centrale officialisé ce mercredi. Le Rwanda qui devient un sponsor premium au même titre Corredo ou encore Renault. Le nom de Rwanda n'apparaîtra pas sur le maillot des matchs du Paris Saint-Germain, mais sur les tuniques d'échauffement et d'entraînement et sur les panneaux publicitaires autour de la rencontre. Tout ça pour un revenu annuel estimé à 10 millions d'euros. Le contrat prévoit aussi la visite de joueurs du club pour faire la promotion du tourisme local, réputé notamment pour ses gorilles, pour ses grands lacs. Une académie qui va être également créée du côté de Kigali. 2 objectifs pour le club français, renforcer sa présence sur le continent africain. Un objectif business aussi, dénicher des nouvelles sources de revenus conséquentes dans l'optique notamment du fair play financier, au même titre que les contrats que le club de la capitale a passés avec notamment Nike, l'équipementier, ou encore le groupe Accor. Le PSG qui doit respecter cette fameuse règle du fair play financier, c'est-à-dire ne pas dépenser plus d'argent
qu'il n'en génère, afin de rester dans les clous donc du fair play financier et ne pas être sanctionné notamment par l'UEFA et maintenir donc son train de vie. Alors c'est aussi un objectif pour le Rwanda, il faut dire. Un pays qui reste évidemment encore associé au génocide de 1994 qui avait coûté la vie à 800 000 personnes. En s'associant au PSG, eh bien, le Rwanda cherche à changer son image, s'offrir plus de visibilité également sur la scène internationale et mettre en avant ses atouts qui en font désormais l'une des destinations touristiques les plus prisées, en tout cas les plus chères du continent africain. Ce n'est pas le premier partenariat avec un club de football, il me semble. Non, c'est clair. Merci beaucoup Benoît Perrochet pour votre éclairage. Direction le Togo où Sonia Patricelli vous emmène à la découverte du palais de Lomé, ancien palais colonial transformé en centre d'art pluridisciplinaire, un nouveau site culturel qui vise à relancer le tourisme pour les autorités. Extrait de l'émission Culture à l'affiche consacrée à la capitale du Togo et à ses artistes. Dans le sillage d'autres villes d'Afrique de l'Ouest, Lomé vient de rénover un pan de son patrimoine architectural longtemps laissé à l'abandon. Voici l'ancien palais des gouverneurs, transformé en centre d'art. Plusieurs expositions accompagnent le lancement. Le Togo des rois, ici, nous plonge dans les civilisations et les royaumes anciens. Bonjour Corny Alem. Bonjour Sonia. Alors vous êtes écrivain et notamment auteur de polar. Est-ce que pour vous ça a été une enquête de retrouver tous ces objets? Oui, c'était une sorte d'enquête ethnographique. Notre objectif, c'était de trouver des objets qui nous permettent de raconter l'histoire de ce que l'on appelle les royautés qui ont existé sous des formes très sophistiquées avant l'aventure coloniale. Alors on va aller découvrir un masque qui m'a beaucoup impressionné, je dois vous l'avouer. Vous voulez parler du masque du Zangbeto? C'est ça. Le masque de la nuit. Suivez-moi. On va dire que c'est la police traditionnelle. C'est un masque qui est porté par des danseurs d'une société initiatique. Quand on rencontre le masque la nuit, il faut fuir. Parce que le masque, il peut vous battre. C'est pour empêcher les voleurs, les sorties des hommes infidèles, tout ce que vous voulez. Il sert aussi pour faire des tours de magie. On voit danser le masque et à la fin de la danse, on retourne le masque. Il n'y a personne. Et à la place, on peut voir, par exemple, un reptile où passe le danseur au moment où la danse s'arrête. Ça, c'est le secret le mieux gardé de la société secrète des Zangbeto. La plupart de ces objets sont encore utilisés par les différentes chefferies du Togo et ne sont exposés que temporairement. Voilà, l'affiche spéciale Togo, ce sera diffusé ce jeudi à 12h15, heure de Paris, sur France 24. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.